L'histoire dont il sera question ici nous fait réfléchir sur le côté inquiétant de la nature humaine. Les psychiatres constatent que certains criminels prennent plaisir à traquer leurs victimes. Ellen Wake, affectueusement surnommée Ellie par ses proches, est née à Minneapolis, Minnesota. Elle menait une vie paisible et avait des parents attentionnés. La jeune femme avait des dispositions artistiques. Elle s'intéressait au scrapbooking, à la danse, créait des bijoux à partir de métaux simples et aimait beaucoup la musique. Peu après la naissance d'Ellie, la famille Wake a déménagé à Westchester, Ohio. Elle y vivait avec ses parents et son animal de compagnie, un gecko. Depuis son plus jeune âge, elle faisait preuve d'une grande curiosité et pouvait même salir sa plus belle robe quand quelque chose attirait son attention. La nature était sa passion. Elle voulait explorer tout ce qui l'entourait, sans se soucier des détails comme les vêtements tachés. Avec le temps, les centres d'intérêt d'Ellie n'ont cessé de s'élargir. Elle a commencé à cultiver des plantes, à coudre des hamacs et a obtenu sa licence d'esthéticienne à l'été 2018. La jeune femme rêvait de devenir indépendante et, comme elle le disait, de rendre le monde un peu plus beau. Tout allait bien jusqu'au jour où Ellie a reçu un message désagréable d'un profil caché sur les réseaux sociaux. Au début, elle n'y a pas prêté attention, pensant qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise blague. La situation est devenue progressivement de plus en plus préoccupante. Ellie recevait quotidiennement d'étranges messages sur les réseaux sociaux de différents profils inconnus. Les tentatives de blocage n'ont pas résolu le problème. À peine un compte était-il supprimé qu'un nouveau apparaissait, parfois, le même jour. Une situation similaire s'était produite 1 an auparavant, mais à l'époque, tout s'était rapidement arrêté. Après quelques blocages, les messages indésirables avaient disparu. Maintenant, l'inconnu faisait preuve de ténacité et utilisait différentes plateformes et appareils, ce qui a suscité de sérieuses inquiétudes chez la jeune femme, qu'elle a partagées avec ses proches. Mais ce n'était que le début. Après environ 1 mois de telle pression, Ellie a reçu un enregistrement vidéo qui la montrait dans sa cuisine. L'expéditeur l'avait filmé par la fenêtre depuis l'extérieur et y avait ajouté des images inappropriées de lui-même. La situation dépassait clairement le harcèlement Internet ordinaire et prenait un caractère menaçant. Il était devenu évident que le harceleur connaissait l'adresse d'Ellie. C'est pourquoi elle a décidé de s'adresser à la police. Elle discutait souvent de la situation avec son amie Anna, qui s'inquiétait beaucoup pour sa sécurité. C'est Anna qui a insisté pour qu'elle contacte immédiatement les forces de l'ordre et a convaincu Ellie que seuls eux avait garantir la protection nécessaire. Suite à cela, Ellie s'est rendue au commissariat et a déposé une plainte officielle. La jeune femme a fourni aux enquêteurs une description complète des événements, y compris des photos, des messages inquiétants et ladite vidéo perturbante. Les enquêteurs ont essayé de déterminer si le harceleur aurait pu connaître Ellie. Elle n'avait qu'une supposition. L'un des comptes s'appelait Mickey, et elle avait autrefois connu quelqu'un nommé Michael. Bien que leur relation se soit mal terminée, elle ne pensait pas qu'il avait une raison d'avoir un tel comportement. Tout s'était passé il y a 1 an. Il avait depuis longtemps rompu le contact et avait probablement continué sa vie. Les représentants de la loi lui ont conseillé de suivre des cours d'autodéfense et d'éviter les promenades nocturnes. Malgré sa demande d'aide, la situation ne semblait pas les inquiéter particulièrement. Après une nouvelle plainte, il est devenu clair. Comme l'inconnu n'avait formellement violé aucune loi, il ne pouvait prendre aucune mesure. Ellie a pris les recommandations au sérieux et a commencé à suivre des cours d'autodéfense avec sa mère. Cependant, cela n'a rien changé à la situation. Les messages inquiétants continuèrent d'arriver presque quotidiennement. Les enquêteurs ne pouvaient pas remonter à la source de ces messages en raison du système de cryptage complexe.
Il était évident que l'expéditeur dissimulait soigneusement son identité. Bien qu'il existât des moyens de contourner la protection, cela nécessitait un temps considérable. Les forces de l'ordre ne montraient pas d'empressement particulier dans l'enquête, et Ellie devait faire face à la situation seule. Elle espérait une fin rapide de ce cauchemar, mais la peur ne faisait que grandir. Dans la semaine suivant le dépôt de plainte à la police, l'inconnu est apparu 2 fois près de la maison. Même la mère d'Ellie l'a vu. Les 2 fois, la femme est sortie pour inspecter les lieux, mais n'a trouvé personne. Les policiers patrouilleurs arrivés sur place n'ont pu découvrir personne non plus. Malheureusement, la pression constante a eu son effet. Après ces événements, Ellie a commencé à avoir peur de rester seule à la maison. Les amis restaient souvent dormir chez elle. La mère essayait aussi d'être proche pour que sa fille puisse au moins trouver un peu de repos. Le mystérieux harceleur s'introduisait facilement sur la propriété sans laisser de traces. Durant cette période, Ellie se trouvait dans un état dépressif et souffrait d'insomnie. Toutes ses pensées n'étaient occupées que par des questions de sécurité personnelle et d'autodéfense. Heureusement, une piste importante est apparue après seulement 1 semaine. Ellie a découvert un nouveau compte Snapchat sous le nom Mickey Mickey. Elle se souvenait que son ancien partenaire s'appelait Michael Strauss. Après avoir pesé les faits, la jeune femme s'est de nouveau adressée aux forces de l'ordre. Mais le même officier a encore ignoré ses inquiétudes. Selon la police, ils avaient des affaires plus importantes à traiter que de s'occuper des anciens admirateurs de la jeune femme. La relation d'Ellie avec Michael avait commencé par des intérêts communs, l'art, la musique et les fêtes. Mais bientôt, la relation s'est détériorée en raison de son comportement manipulateur et dominateur. Michael insistait sur d'étranges jeux de rôle auxquels Ellie n'était pas prête. Quand elle a reconnu les signaux d'alarme, elle a décidé de mettre fin à la relation après 1 mois. Michael a réagi de manière inappropriée et a montré sa vraie nature. Après une série de messages désagréables, la jeune femme a changé son numéro de téléphone et le contact a été rompu. Il semblait que tout était revenu au calme. Le 28 juillet 2018, Ellie écrivait avec son nouveau petit ami Nate. Ils prévoyèrent de se rencontrer, mais elle était inquiète à cause des promenades tardives. Nate a proposé de venir lui-même chez elle. Il a mentionné qu'il laisserait son téléphone à la maison et frapperait simplement à la porte. Au début, Ellie a hésité car elle voulait être seule, mais était toujours inquiète d'être suivie. Nate a promis de la protéger et elle a accepté. Ce soir-là, Ellie se sentait fatiguée et voulait se reposer. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas d'amis dans la maison. Elle a effectué son rituel habituel, vérifié toutes les portes et fenêtres pour créer au moins une illusion de sécurité avant d'aller dormir. Malheureusement, la jeune femme ne se doutait pas qu'elle ne communiquait pas avec le véritable Nate, mais avec un compte falsifié qui avait complètement copié le profil de son ami. Après cette soirée, Ellie ne s'est plus manifestée. Les proches ne pouvaient pas joindre la jeune femme et sa mère, remplie d'inquiétude, s'est immédiatement adressée à la police. La femme était convaincue que cela était lié à un admirateur insistant qui avait longtemps harcelé Ellie. Sa voiture était intacte devant la maison comme si elle n'avait pas été utilisée le jour de la disparition. Dans la maison, il n'y avait aucune trace de sa présence. Téléphone, réseaux sociaux et cartes bancaires restaient inactifs. Les enquêteurs se sont concentrés sur l'analyse des dernières données téléphoniques pour déterminer l'identité du harceleur. Ils ont découvert un échange de messages avec un certain Nate, dont le numéro était enregistré dans une autre ville et était falsifié. La vérification du véritable Nate a prouvé son innocence. Le jeune homme avait un alibi solide pour la soirée de l'incident. Il est devenu clair que quelqu'un avait créé un faux profil convaincant, gagné la confiance d'Ellie et obtenu des informations sur le fait qu'elle était seule à la maison.
la carte SIM avait été achetée via un site web spécial, ce qui compliquait la recherche de l'acheteur. Après quelques jours, le propriétaire de la carte a pu être identifié. Comme Ellie l'avait soupçonné, c'était son ancien petit ami Michael Strauss. Malheureusement, 2 semaines de recherche n'ont apporté aucune information sur le sort de la jeune femme. Lors de la vérification du passé de Michael, il s'est avéré qu'il avait accumulé une longue liste de délits sur 10 ans. Parmi eux figurait un comportement inapproprié en public, la distribution de substances interdites, la manipulation de données étrangères et des cambriolages. En juin 2015, le jeune homme avait été accusé de comportements indécents en public, ce qui avait soulevé des doutes sur sa santé mentale. Après une évaluation médicale, le tribunal avait ordonné un traitement forcé. Plus tard, il a commencé à créer de faux comptes sur différents réseaux sociaux, par lesquels il harcelait de nombreuses jeunes femmes. Tous les messages étaient envoyés depuis sa ville natale. C'est de là qu'était également enregistré le dernier numéro depuis lequel Michael avait contacté Ellie cette nuit fatidique. Il est significatif que ce numéro ait été désactivé précisément le jour de sa disparition. Le 24 août, presque un mois après la disparition d'Ellie, une découverte inquiétante a été faite dans un champ près de la ville. Cela s'est produit sur une route dans le comté de Butler, à quelques kilomètres de l'endroit. Les forces de l'ordre étaient convaincues d'un lien entre la découverte et l'affaire de la disparition. Le temps et les conditions météorologiques ont considérablement compliqué le travail des enquêteurs. Une enquête spéciale était nécessaire. Au bord de la route, un paquet enveloppé de rubans adhésifs a été trouvé. Les experts ont trouvé des signes indiquant que la personne avait été soumise à de rudes épreuves. Après un examen approfondi, les spécialistes ont établi les circonstances de l'incident. Il est remarquable que le lieu de la découverte ne se trouvait qu'à quelques minutes à pied à travers un champ de la maison de Michael Strauss. Tout ce temps, le public et les journalistes ont suivi avec inquiétude la recherche d'Ellie. La famille et les amis n'avaient pas perdu l'espoir de retrouver la jeune femme. Ils croyaient qu'elle était quelque part et qu'elle pouvait être sauvée. Malheureusement, une nouvelle du poste de police a détruit tous leurs espoirs. Tôt le matin, à 4 heures, les agents ont arrêté le principal suspect. L'arrestation de Michael Strauss a suscité un grand émoi. La police a dû déployer des efforts considérables pour préserver la scène du crime intacte. La zone a été bouclée, des spécialistes y travaillaient. Des drones survolaient la maison du suspect et documentaient les événements. Michael a été placé en détention avec la possibilité d'être libéré sous caution de 4 millions de dollars. Il a immédiatement été classé comme particulièrement dangereux. Parallèlement, des perquisitions approfondies de son appartement et de la scène de crime ont été effectuées. Les experts ont trouvé des traces biologiques de Michael. L'examen de son ordinateur et de son téléphone a montré que de nombreux comptes en ligne et numéros avaient été enregistrés depuis son adresse. Il échangeait constamment pour continuer à poursuivre sa cible, même après les blocages. Dans l'historique des recherches, on a trouvé des informations sur diverses actions illégales, le droit et les peines possibles. Il s'intéressait particulièrement à une affaire d'un criminel de Cincinnati. La dernière recherche de ce type a été effectuée le 18 juillet, 10 jours avant la disparition de la jeune femme. Dans les jours suivants, il a recherché des informations sur la vie dans les établissements pénitentiaires et leurs règles non écrites. Manifestement, l'auteur était conscient de la gravité de ses actes et comprenait l'inévitabilité des conséquences. Le plus inquiétant était qu'il ne montrait pas de peur, mais se préparait méthodiquement. Il cherchait des moyens de supprimer définitivement des photos de l'iCloud. Entre les préparatifs, il regardait des contenus interdits particulièrement troublants. Certaines recherches découvertes par les enquêteurs étaient si effrayantes qu'il a été décidé de ne pas les publier. Selon de nombreux indices,
Michael représentait une menace sérieuse pour la société et ses actions ne pouvaient pas se limiter à un seul incident. Pour le confirmer, on a trouvé sur ces appareils de nombreux enregistrements et images de femmes faisant du sport dans les parcs municipaux. Il observait probablement celles qui s'entraînaient régulièrement dans des endroits isolés. Il est très probable qu'elles étaient toutes en danger et n'ont échappé à une rencontre avec lui que par hasard, contrairement à Ellie, pour qui il avait un plan particulier. Cependant, les psychiatres qui ont examiné son comportement considéraient également possible un scénario moins dangereux. Certaines personnes ayant des troubles se contentent d'observer les autres. Mais des preuves confirmant les pires craintes sont bientôt apparues. Michael suivait régulièrement des victimes potentielles en voiture et tentait même de les contacter, mais heureusement, les femmes parvenaient à s'échapper. Les nouvelles données devaient être vérifiées et la liste des incidents potentiellement élargie. Dans le téléphone du suspect, une carte a été trouvée avec un marqueur non loin de l'endroit où Ellie a été découverte plus tard. Les circonstances semblaient suspectes et nécessitaient une vérification, mais l'enquête est restée sans résultat. Après son arrestation, Michael est resté calme. Il a expliqué ses étranges recherches sur Internet et les matériaux trouvés par la préparation d'un tournage de film d'horreur. Selon ses déclarations, il était fasciné par le cinéma amateur et rêvait de créer son propre chef-d'œuvre. Il a également justifié son comportement inhabituel envers Ellie et la surveillance par la préparation d'acteurs. Il voulait prétendument écrire un scénario crédible sur un harceleur, faire des essais et trouver des perspectives favorables. Tout cela n'était, comme l'affirmait Strauss, qu'une expérience créative. Il n'avait pas prévenu Ellie, car il voulait capturer ses émotions sincères pendant les événements. L'accusation est cependant arrivée à une conclusion tout à fait différente. Les objets trouvés par les enquêteurs dans la chambre de Michael ont servi de preuve décisive. On y a trouvé les documents d'Ellie, une mèche de ses cheveux et un collier rose. Les parents ont identifié le bijou et confirmé que la jeune femme ne l'enlevait jamais. Les enquêteurs expérimentés ont remarqué que les objets trouvés ressemblaient à une collection de souvenirs. On sait que certains criminels conservent des objets personnels de leurs victimes pour se rappeler plus tard leurs actes. Lors des interrogatoires, Michael se comportait de manière provocante et arrogante. Il semblait essayer délibérément de déstabiliser les policiers. Il ne montrait aucun remords et cherchait constamment des justifications pour ses actions. Michael affirmait ne pas comprendre pourquoi l'incident s'était produit près de sa maison. Selon ses dires, Ellie aurait elle-même laissé tous les objets trouvés pendant leur relation. Bien sûr, c'était un mensonge. La jeune femme n'enlevait jamais ses bijoux et portait toujours son permis de conduire sur elle. Heureusement, sous la pression des enquêteurs, le suspect a commencé à dire la vérité. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Michael a changé sa version et a qualifié l'incident d'involontaire. Selon sa version, il avait convenu avec Ellie de tourner un film au contenu particulier pour lequel il lui avait promis une grosse somme d'argent. Le jour de sa disparition, il s'est rendu à sa maison et a frappé à la porte. Après une brève conversation, Ellie est sortie, enveloppée dans une couverture. Michael a expliqué cela par son désir de se cacher des regards curieux des voisins. Ils sont arrivés chez Michael, où il a commencé les enregistrements dans la cave. Selon ses déclarations, tout était consensuel, mais la situation a échappé à tout contrôle. Plus tard, Strauss a expliqué avoir supprimé l'enregistrement et jeté la carte mémoire. La version du suspect a suscité des doutes chez les autorités d'enquête. Lors de la perquisition de sa maison, une pièce étrange avec un lit et des menottes a été découverte dans la cave. Les experts ont minutieusement examiné cet endroit et ont trouvé des preuves importantes, des traces du séjour d'Ellie, ce qui a été confirmé plus tard par des tests ADN.
Les enquêteurs ne croyaient pas aux déclarations de Michael sur la participation volontaire de la jeune femme à ses projets. Ils savaient comment il l'avait attirée hors de chez elle sous prétexte d'une nouvelle connaissance. Les proches d'Ellie ont également catégoriquement nié la possibilité de son consentement à de tels enregistrements. De toute évidence, elle se trouvait dans cette cave contre sa volonté. Le plus troublant était le calme avec lequel Michael parlait des derniers moments de l'incident, comme si c'était pour lui une affaire quotidienne. Après son arrestation, la police a reçu des signalements de personnes convaincues de l'implication de cette personne dans d'autres incidents. Malgré le travail consciencieux des enquêteurs, l'aide du FBI était nécessaire pour révéler toute l'étendue de ses activités tant sur Internet que dans la vie réelle. Les agents ont étudié son profil psychologique et analysé d'importantes preuves numériques. Finalement, Michael a été inculpé de plusieurs crimes graves avec circonstances aggravantes, y compris la dissimulation de preuves et d'autres délits. La base de preuves comprenait plus de 800 pages et tous les documents ont été présentés aux jurés pendant le procès. Cependant, la défense s'en tenait à une version différente des événements. L'avocat affirmait qu'Ellie avait elle-même consenti à l'enregistrement et compris les conséquences possibles. Il insistait sur l'absence de préméditation. Le défenseur a tenté de construire une version selon laquelle Ellie avait des problèmes de santé mentale et que l'incident pourrait être lié à une mauvaise prise de médicaments. Mais l'accusation disposait des résultats d'une expertise médicale montrant l'absence de tout médicament ou alcool dans l'organisme de la jeune femme. Les suppositions de l'avocat sur son état mental ont profondément affecté les proches, car l'anxiété d'Ellie était précisément due à l'attention persistante de Michael. Après les audiences préliminaires, l'accusé a soudainement avoué sa culpabilité. Pour la famille, cela signifiait la fin d'un procès épuisant. Ils n'ont pas eu à entendre tous les détails pénibles de l'incident. Cependant, cette décision a également conduit à une réduction de peine. Au moins 6 chefs d'accusation ont été abandonnés dans le cadre d'un accord de procédure. Lors de la séance finale, Strauss s'est adressé aux proches d'Ellie dans un long discours et a exprimé ses regrets pour ce qui s'était passé. « S'il vous plaît, croyez-moi de tout cœur, je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. S'il y avait un moyen de tout changer, je n'hésiterais pas à échanger ma place avec Ellie. » La famille de la jeune femme a perçu ces mots comme une autre manipulation. Plus tard, la mère du jeune homme a rencontré personnellement la famille d'Ellie pour exprimer ses profonds regrets. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait élevé pendant toutes ces années une personne capable de tels actes. Ses remords semblaient beaucoup plus sincères. L'accusation a demandé la peine maximale. La défense a plaidé, comme prévu, pour la clémence. Michael a été condamné à une longue peine de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Il a également reçu 1 an et demi pour harcèlement et menaces, ainsi qu'1 an pour comportement inapproprié. Toutes les peines doivent être purgées consécutivement. Selon le juge, l'accusé méritait une chance de rédemption. Compte tenu du temps déjà passé en détention provisoire, sa première possibilité de libération se présentera en 2036, la suivante en 2041. Cette décision a suscité l'indignation dans la famille Wake. Ils ont annoncé qu'ils seraient présents à chaque réunion de la commission pour empêcher sa libération. Beaucoup se demandaient encore les raisons de ce qui s'était passé. Pourquoi Michael avait-il fait cela 1 an après leur séparation ? Pourquoi ne pouvait-il pas continuer à vivre ? Lui-même n'a donné aucune explication claire et a continué de parler d'un accident pendant l'enregistrement. L'accusation a suggéré que l'enregistrement aurait pu être fait, mais dans d'autres circonstances, avec des intentions malsaines. Après l'incarcération de Michael, la famille d'Ellie s'est tournée vers le procureur. Les proches ont exigé que tous les agents de l'ordre qui n'avaient pas pu aider la jeune femme lorsqu'elle avait demandé protection soient tenus responsables. Une enquête interne a été ouverte.
Il s'est avéré que l'un des enquêteurs avait commis des violations graves. Il n'avait pas effectué une documentation appropriée ni mené une enquête approfondie sur les plaintes d'Ellie pour harcèlement. En conséquence, cet officier a été suspendu de ses fonctions. En prison, Michael a partagé avec son codétenu des informations inquiétantes sur Ellie et a laissé entendre qu'elle n'était pas la seule victime. Cela a confirmé les craintes de la police et les témoignages selon lesquels Michael avait déjà harcelé d'autres femmes auparavant. Dans une conversation avec son codétenu, il a mentionné une certaine Shelly, qu'il avait traitée de manière similaire et qu'il avait ensuite laissée près d'un ruisseau à proximité de la ville. La police a vérifié cette information, mais n'a trouvé aucune confirmation. En janvier 2018, la police a reçu un signalement concernant un incident dans le parc. Un inconnu vêtu d'un sweat à capuche noire et portant un masque a attaqué une jeune femme qui faisait son jogging. Il a essayé de la traîner dans les buissons et lui a ordonné de se taire. Heureusement, elle a pu se libérer et s'enfuir. Michael est également examiné pour un possible lien avec une autre affaire non résolue, retentissante. Kathleen Markham a disparu en août 2011 de sa maison à Fairfield, Ohio. Cela s'est produit après une fête à laquelle Michael était présent. Lors de cet événement, Kathleen s'est photographiée avec son petit ami et Michael. En 2013, des découvertes inquiétantes liées à sa disparition ont été faites à Cedar Grove, Indiana. Les enquêteurs ont découvert des modes opératoires similaires à d'autres cas dans cet incident. L'enquête se poursuit à ce jour. Il existe des soupçons sur l'implication de cette personne dans d'autres cas similaires, mais jusqu'à présent, pas assez de preuves n'ont pu être trouvées.